marche pas? Moi je pense que c'est l'adaptateur qui messed up. On va enlever l'adaptateur. Évidemment qu'il s'adresse aux militaires, mais on confesse sa foi dans la victoire finale de la France, et c'est un texte ensuite. Puisque donc il a quitté la France, il a quitté l'aéroport de Mérignac près de Bordeaux le 17 juin, il arrive à Londres, il est reçu par Churchill, et Churchill, après d'ailleurs beaucoup de délibérations au sein du gouvernement britannique, décide de lui donner l'autorisation de s'exprimer le 18 au soir sur les ondes de la BBC. Et il faut savoir que De Gaulle, dans ses mémoires au fil de l'épée, dit déjà que la radio est une arme de guerre, une arme de propagande. Et c'est ce qu'il a décidé à obtenir ce quart d'heure qui est devenu une demi-heure, les Français parlent au français. Oui, ça a été pour le général de Gaulle qui au début avait finalement assez peu d'hommes, assez peu de troupes autour de lui. D'ailleurs, Churchill lui avait dit, mais vous êtes tout seul, eh bien je vous prends tout seul. Mais l'arme décisive, ça a été effectivement la radio. Bon, assez rapidement ensuite, il a eu évidemment des ralliements et puis il a même réussi à rallier un certain nombre de territoires français. Mais tout au long de la guerre, la radio a véritablement été un outil extrêmement important pour la France libre. Oui, il a parlé 67 fois à la radio. Maurice Schumann a assuré les autres chroniques. Et au départ, ça marche pas. Il y a 7000 Français libres en octobre 1940. Personne n'y croit. Oui, alors il y a des tas de raisons à cela. D'abord, la France était dans un chaos total. Les choses étaient complètement désorganisées. Un certain nombre de gens, d'ailleurs, de soldats qui avaient été repliés de Dunkerque ou de Narvik ont été renvoyés ensuite, sont repartis en France en réalité, alors qu'ils auraient pu constituer une première force pour le général de Gaulle. Alors certains sont restés. Et puis il y a eu des jeunes Français, des moins jeunes, mais en particulier des jeunes qui ont, dans ces journées tout à fait tragiques, décidé de quitter la France, parfois clandestinement, parfois même en ne le disant pas à leurs propres parents. C'était parfois des jeunes de 17, 18, 19 ans. On pense à Daniel Cordier, on pense à Yves Guéna, par exemple. Et ça a été les premiers ralliements, les pêcheurs de l'île de Sein, bien sûr, les premiers ralliements auprès du général de Gaulle. Oui, et alors ensuite, il y a eu beaucoup d'autres ralliements au fil des mois, puisqu'il y a eu des manifestations à Paris qui sont montées en puissance. Le 1er janvier 41, 1 heure dans les rues sans personne. Le 11 novembre 41, où ensuite les étudiants ont manifesté au Arc de Triomphe. 40, c'était 1940. Mais il a fallu des années, dire que le général ne s'est jamais découragé. On pensait au départ que la guerre serait courte, alors lui savait qu'elle serait longue. Alors, De Gaulle, et c'est là, je dirais, sa grande force et sa supériorité, aussi au plan intellectuel, c'est de comprendre tout de suite que la guerre n'est pas terminée et qu'elle se terminera fatalement par la victoire des Alliés. Et la France doit en faire partie. Alors, il y a un doute, évidemment, parce qu'en juin 40, il n'y a plus qu'un seul pays qui est en guerre avec Hitler, avec l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Et il y a même des hésitations au sein même des Britanniques, au sein même du gouvernement britannique, pour savoir s'il faut continuer le combat ou non. La bataille de Londres va être quelque chose de décisif, dont les Anglais, finalement, vont sortir victorieux. Donc c'est un pari. Et puis, il ne faut pas oublier que très vite, De Gaulle a besoin aussi d'une assise territoriale française. Et donc, le ralliement de territoires français, notamment en Afrique, l'Afrique équatoriale, dans un premier temps, et on pense en particulier au rôle absolument décisif du capitaine Leclerc, enfin qui deviendra ensuite le général, bien sûr. Et qui s'est exprimé une seule fois à Radio Londres, d'ailleurs, en arrivant à Londres. Voilà, et Leclerc, dès le mois d'août, réussit à rallier les territoires africains. Il y a le ralliement aussi de territoires lointains du Pacifique, par exemple les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Donc petit à petit, bien sûr, la métropole, c'est très compliqué puisque la France est occupée, mais il y a aussi des ralliements, soit directement à Londres, soit à partir de territoires français ou de Français qui vivent à l'étranger, en Amérique latine. Il y a très tôt des comités de la France libre qui se constituent et qui font partie des premiers soutiens au général de Gaulle. Oui, et puis il y a une chose qu'on ne connaît pas assez, c'est le V de la victoire que tout le monde connaît. Ça vient d'un speaker belge de la BBC, Victor de Lavelay, qui un jour se dit victoire en flamand, ça fait Vrijheid, Victory, et c'est comme ça que naît ce V qui va ensuite fleurir partout. Voilà, et puis il y a la Croix de Lorraine, bien sûr. D'ailleurs, on peignait aussi la Croix de Lorraine encadrée par ce V, et la Croix de Lorraine qui devient
un symbole de ralliement extrêmement fort, imaginé très tôt, pas par De Gaulle et par des proches, en particulier Muselier, Thierry d'Argentlieu, et c'est encore aujourd'hui le signe distinctif de Gaulle, du gaullisme. Voilà. Les Allemands tentent de museler De Gaulle avec la radio, on confisque les postes aux Français, mais les Français sont pas fous, ils donnent leur vieux poste de TSF, ils gardent l'autre et ils continuent à écouter Radio Londres. Oui, alors évidemment au début c'était très difficile, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, peu de gens en réalité ont entendu le vrai appel du 18 juin, mais petit à petit, et de plus en plus de familles se branchent sur Radio Londres. Il y a des heures de diffusion qui sont quand même relativement conséquentes. Il y a bien sûr les messages codés, mais il y a aussi des messages en clair, il y a des interventions du général de Gaulle ou d'autres personnalités, et ça devient vraiment une source d'information et aussi de foi dans la victoire finale extrêmement importante. Le tournant qui va vraiment préparer le 6 juin, c'est quand Laval revient au pouvoir en 1942, qu'il dit « je veux la victoire des Allemands ». Là, les Français ont compris, vont commencer à résister, Marc Fosseux. Oui, parce que donc Laval, qui avait été en fait renvoyé par Pétain et qui est revenu en 1942 sous la pression des Allemands, fait le choix délibérément de la victoire de l'Allemagne. Et puis c'est aussi à ce moment-là que l'engrenage s'accentue en ce qui concerne les rafles, le service du travail obligatoire. Il y a aussi le débarquement allié en Afrique du Nord qui change un peu la donne, et avec une attitude d'ailleurs qui au départ choque beaucoup de Français, et à commencer par De Gaulle évidemment, c'est le soutien que les Américains apportent à Darlan, qui en fait est un proche de Pétain, qui, on ne saura jamais si c'est volontaire ou pas, se trouve opportunément en Afrique du Nord au moment où les Américains débarquent. Et après quelques jours de résistance, il finit par se rallier aux Américains. Les Américains s'appuient dans un premier temps sur lui. Voilà. Alors le jour J, on l'attend. En 1943, Churchill annonce même que le débarquement aura lieu avant la chute des feuilles, donc à l'automne. Il n'a pas lieu et le désespoir commence à s'emparer de la France, Marc Fosseux. Oui, parce qu'on est là dans des années qui sont extrêmement dures, très très sombres. Les années 40, les années 43, 44. Les conditions de vie des Français d'abord sont de plus en plus difficiles. La résistance intérieure qui ne cesse de croître et de se structurer est traquée par les Allemands et par, je dirais, leurs officiers traitants français, hélas. Et donc c'est une période extrêmement difficile et tout le monde attend avec beaucoup d'angoisse ce débarquement. On sent qu'il est imminent puisque petit à petit les Allemands reculent. Les Allemands reculent sur le front de l'Est. Les Allemands reculent aussi en Afrique. Fin 1943 déjà, une partie de l'Italie est libérée. La Corse, premier département français à être également libéré en septembre 1943. Donc on sent que les chances se rapprochent, mais la réaction et la pression des Allemands n'en devient que plus forte et plus violente. Voilà, il va se passer quelque chose le 5 juin 1944. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Marc Fosseux, le secrétaire général de la Fondation de Gaulle. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Vous avez pensé à tout. Envoyer l'email à votre boss, récupérer les enfants à l'école, acheter le pain. Vous maîtrisez absolument, parfaitement, totalement la situation. Et puis, soudain, elle vous demande « Tu as pensé à commander du café ?» Découvrez l'abonnement Nespresso. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 €. Nespresso. What else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Là, vous entendez l'intensité du goût des bières Grimbergen et l'héritage de son abbaye. Là, vous entendez la fraîcheur des houblons aromatiques d'une pale ale et ses notes d'agrumes. Et là, vous entendez la nouvelle Grimbergen Pale Ale. Grimbergen Pale Ale, la fraîcheur du houblon, l'intensité de l'abbaye. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Attention aux sucres cachés, ils entraînent la prise de poids. Essayez Manae Glucobalance. Grâce à sa formule d'origine naturelle, Manae Glucobalance agit efficacement sur l'impact des sucres. Et l'orthosiphon facilite la perte de poids en complément de mesures diététiques. Manae, source naturelle de féminité. En pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ah, les garanties. Votre fournisseur qui vous garantit qu'il livrera à la première heure, oui, enfin de l'après-midi. Ou votre client qui vous garantit que ce n'est qu'une toute petite fuite d'eau de 3 mètres cubes. Dans la vie d'un pro, on n'a qu'une seule garantie, c'est que rien n'est garanti. Enfin presque. Chez Nissan, vous pouvez être sûr d'une chose. La gamme Nissan Utilitaire est garantie 5 ans. Et pendant le mois de l'utilitaire, bénéficiez de 10 000 € d'avantages clients sur le pick-up Nissan Navara N-Guard jusqu'au 30 juin. Nissan, innover autrement. Pour Navara N-Guard double cab DCI 190, 9, sous condition de reprise, détail nissan.fr.
Et si vous découvriez le parc Spirou-Provence près d'Avignon grâce à Sud Radio? Véritable parc à thème, vous profiterez en famille ou entre amis de sensations extrêmes avec les dernières attractions comme le Nid des Marsupilamis en exclusivité mondiale ou le Starship de Zorglub. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, gagnez 4 places pour le parc Spirou-Provence et vivez de folles aventures avec le Marsupilami, Spip, Lucky Luke, Boule et Bill, Gaston Lagaffe et bien sûr Spirou. Le parc Spirou-Provence, c'est pour vous cette semaine sur Sud Radio. Les 8, 9 et 10 juin, les médiévales de Najac vous font plonger au cœur du XIIIe siècle. Visitez la forteresse, flânez dans les allées du marché médiéval, découvrez les faucons, dansez, mangez au rythme de la vie médiévale. Sur le terrain de sport haut de Najac, assistez au spectacle de chevalerie hors du commun, démonstration de combat à pied et véritable tournoi. Du 8 au 10 juin, bienvenue à l'époque médiévale à Najac. Programme complet sur Facebook et Office de tourisme. En direct de la gare Saint-Lazare, Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, le jour J que nous évoquons avec Marc Fosseux, qui est secrétaire général de la Fondation de Gaulle, à travers des dates clés. Et une date qu'on ne peut pas oublier, c'est le 5 juin 1944, où il y a 216 messages qui sont diffusés comme celui-ci. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. On répétait les messages parce qu'on avait peur qu'avec le brouillage, on ne puisse pas les entendre, Marc Fosseux. Oui, alors ces messages sont extrêmement importants parce que quelques mois avant le début du débarquement, les Américains, les Alliés, ont pris conscience que la résistance française, qui commençait à être très structurée, pouvait jouer un rôle absolument clé pour aider au débarquement et à la progression des armées alliées. À la fois pour recueillir du renseignement, pour faire des opérations de sabotage, pour retarder les mouvements des troupes allemandes qui tôt ou tard, ne tarderaient pas évidemment à rejoindre le littoral du débarquement. Et donc, il y a une accélération de messages qui sont envoyés par la résistance depuis Londres. Par exemple, il y a 210 messages, je crois, qui sont envoyés dans les jours qui... le 1er juin, en fait, il y a le 1er juin, 210 messages qui partent, voilà, qui sont des messages d'alerte. Voilà, qui sont des messages d'alerte. Donc, tout a été minutieusement préparé. Et Londres, enfin, la France libre, la France combattante a préparé déjà beaucoup de plans d'action, parfois d'ailleurs en étant tenus à l'écart par les Américains, par les Alliés, des opérations préliminaires du débarquement, mais il n'empêche qu'il y a une organisation extrêmement importante qui s'est mise en place, qu'on appelait le bloc planning, et c'est le général Koenig, qui est le chef des FFI, qui a été désigné par De Gaulle, qui est chargé d'organiser, de préparer tout ça, et donc on compte sur une résistance très structurée qui va jouer un rôle très important, qui d'ailleurs pour certains territoires va jouer le rôle principal dans la libération et dans le départ des troupes allemandes, avec toujours cet objectif crucial de ne pas non plus provoquer d'exposition inutile, de ne pas provoquer la pagaille et de canaliser un petit peu, je dirais, ce mouvement d'insurrection pour éviter des représailles. Et malheureusement, on sait qu'il y en aura des représailles de la part des Allemands. Oui, alors ces messages codés sont diffusés 4 fois par jour, à 12h30, à 15h30, à 18h30 et à 21h15. Il y a la sirène à les cheveux décolorés, le gendarme d'Ordonneuil, les impôts pèsent sur les commerçants. Et ces messages, curieusement, les Allemands ne sont jamais parvenus à les décrypter. Non, il y avait effectivement ces messages étaient évidemment connus de leur seul destinataire, reconnaissables par leur seul destinataire. Il y a eu aussi beaucoup de messages. Il y avait des messages qui donnaient de vraies informations, puis il y avait aussi des messages qui étaient destinés à brouiller les Allemands. Et on sait qu'il y a eu une opération absolument extraordinaire de contre-propagande pour convaincre jusqu'au dernier moment les Allemands que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais et pas en Normandie. Bien sûr. Ça, c'est une opération qui est très très connue. Et effectivement, la plupart de ces messages qui avaient tous une signification très très précise pour les réseaux concernés n'ont pas en général été découverts par les Allemands. Et il y a aussi une jeune enfant de 5 ans qui, pour la BBC en Angleterre, faisait passer des messages à travers une émission pour enfants. Et cette jeune femme est devenue Petula Clark, la chanteuse, qui était à Londres en 1944 pour faire passer des messages. Et alors, ça montre d'ailleurs qu'au-delà des difficultés diplomatiques que De Gaulle a rencontrées avec Churchill et Roosevelt, surtout dans ces semaines cruciales, il avait en réalité un soutien des peuples et des opinions, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, qui ont été
déterminant et qui l'a aidé d'ailleurs dans ses bras de fer diplomatiques parfois. Alors les messages codés, on se souvient du film de Robert Derry, Allez France, où il ouvre une porte et il y a Pierre Dac qui est au fond, qui dit 42 millième jour de la guerre avant la libération, qui est persuadé que la guerre continue. Mais ces messages, on a eu le sentiment qu'ils sont passés tous les jours pendant des années, alors que c'est finalement un épiphénomène, Marc Fosseux. Oui, parce qu'il y avait, comme on le disait tout à l'heure, toute cette équipe extrêmement brillante. Vous citiez Pierre Dac, mais il y avait Jean Marin, Jean Oberlé, enfin des gens d'ailleurs Pierre Bourdan, qui ont connu des carrières extraordinairement brillantes et qui ont été vraiment un peu les fondateurs de la radio et de la télévision française après la guerre. Maurice Schumann aussi dans un autre registre. Donc il y avait des émissions, des vrais programmes. Et donc il y avait effectivement un temps pour les messages codés pour la résistance, mais il n'y avait pas que ça. Voilà. Et on oublie que le premier message codé, c'est né d'un ingénieur qui est allé à Nantes en 1941, qui s'appelait Georges Béguet, qui avait besoin de communiquer avec Londres. Il ne savait pas comment parce que c'était brouillé. Et il a eu l'idée de ces messages codés. Et il y a eu aussi un poste noir qui diffusait quelques messages mais très différents. Mais ce poste noir dirigé par André Gillois, l'un des fondateurs de la radio, est connu parce que le générique, c'était une chanson que tout le monde connaît. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Car le chant des partisans de Joseph Kessel et Maurice Druon, chanté par Anna Marly, c'est au départ un générique. Vous saviez ça? Non. Voilà. Et finalement, André Gillois a rallié le général de Gaulle pour remplacer Maurice Schumann. Et tout ça s'est passé en quelques semaines parce que le jour J, on ne pouvait pas en parler, mais on savait qu'on le préparait. Oui, comme je disais tout à l'heure, tout le monde sentait, en ayant plus ou moins les bonnes informations, que les choses se préparaient pour le printemps 1944. D'ailleurs, là-dessus, les Allemands eux-mêmes n'étaient pas dans l'ignorance. Ils avaient simplement une interrogation sur le lieu du débarquement. Et sur la date. Et sur la date précise, qui d'ailleurs a été reportée, comme on le sait, à différentes reprises, notamment en raison de la météo qui était très défavorable. Mais tout le monde se tenait prêt, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a eu, je dirais, dans les semaines qui ont précédé, vous disiez tout à l'heure, il y a eu 210 messages tout à fait début juin, mais dans les semaines qui ont précédé, il y a eu un certain ralentissement de messages, comme s'il y avait une espèce d'attente du grand événement qui allait survenir, et aussi parce qu'il fallait que chacun puisse prendre un peu ses dispositions pour être prêt le moment venu. Voilà. Et il faut savoir aussi que le débarquement en France a été décidé par Eisenhower contre l'avis des Anglais qui voulaient faire autre chose avant d'envahir la France. Oui, alors Churchill, qui a toujours eu des idées extrêmement fortes et parfois très originales en matière militaire, avait beaucoup misé aussi sur un débarquement dans la région des Balkans, parce qu'il était particulièrement inquiet par la progression de l'armée russe, l'armée soviétique, et les Américains, eux, considéraient qu'il fallait porter un coup décisif. L'Italie était déjà libérée, l'Afrique du Nord, et qu'il fallait porter un coup décisif à partir de l'Angleterre pour atteindre le plus rapidement possible la Ruhr, puisque en définitive, le cœur de la puissance militaire, c'était la puissance industrielle de l'Allemagne. On craignait beaucoup aussi une arrivée très très rapide des nouvelles armes, parce que c'était le secret, c'était l'espoir, disait-on, des Allemands et en particulier de Hitler. Et donc il fallait arriver très très vite au cœur de l'Allemagne, d'où la décision des Américains qui l'ont emporté de débarquer en France. D'où le 6 juin dont on va parler dans quelques instants à travers cette date, 6 juin 44 à minuit, le matin. Et on se retrouve pour en parler sur Sud Radio dans quelques instants avec Marc Fosseux. Brigitte Lahaye, Sud Radio. Dès 14h, Bruno Martin nous pose cette question. Quelle est la difficulté majeure de l'homme? Est-ce son besoin de performance, de tenir plus longtemps? Venez nous répondre au 0826 300 300. 14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bud, le King of Beers arrive en France. Et oui, vous avez bien entendu, Bud, le King of Beers arrive en France. Vous pensez que j'en fais des caisses? Pourtant Bud est la bière d'origine américaine la plus vendue dans le monde. Et elle va vous le prouver. Bud, King of Beers, Bud, King of Beers, arrive en France, Bud, arrive en France, Bud, King of Beers. Enfin, la reine des bières. Et elle arrive en France. Bud. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio sur la Côte d'Azur. À Saint-Laurent-du-Var. Sur 97.9. Un opérateur mobile qui augmente le prix de votre forfait au bout de 12 mois, c'est pas réglo. Mais un opérateur qui n'augmente jamais le prix de votre forfait, ça c'est réglo. C'est Réglo Mobile. Normal, c'est l'opérateur mobile de chez Leclerc. En plus, le forfait appel SMS, MMS illimité et 40 Go est à 9,95 € par mois, sans engagement. Réglo. Très très réglo. Réglo Mobile. Leclerc.
Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site. Leclerc. Philippe, c'est quoi ça? Ça, c'est 2 packs de 12 bières de lèvres d'été, avec 60% de réduction sur le 2e pack chez Leclerc. Non mais la lèvre d'été, c'est quoi? Ah, une bière blonde aux arômes de fruits, de houblon et de fleurs. Donc pour l'été. Du 4 au 15 juin chez Leclerc, pour l'achat d'un pack de 12 lèvres d'été de 25 centilitres, vous bénéficiez de 60% de réduction sur le second pack acheté. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, bientôt l'été. Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais le faire en 2 temps 3 mouvements. Même un enfant haut comme 3 pommes y arriverait. Ne me remerciez pas, c'était 3 fois rien. Chez Nissan, 3, c'est surtout l'expression d'une bonne nouvelle. Jusqu'au 30 juin, profitez de 3 mois de loyer et 3 ans d'entretien offerts sur le Nissan Qashqai à partir de 199 € par mois. Nissan, innover autrement. Pour Nissan Qashqai Visia DIGT 140 LLD 49 mois, 3 loyers offerts après premier loyer 3 750 € si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, détail nissan.fr. En direct de la gare Saint-Lazare, Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Les clés d'une vie avec Marc Fosseux, secrétaire général de la Fondation de Gaulle. Nous évoquons donc ce 6 juin 44 maintenant. Alors, il est minuit et les premiers éclaireurs sautent pour baliser les zones où doivent atterrir les parachutistes. Oui, tout ça donc a été minutieusement préparé par Eisenhower et par ses proches collaborateurs. Ce qui est clé, c'est de pouvoir établir très très vite la tête de pont des armées alliées sur le littoral normand et de pouvoir gagner le plus vite possible les villes principales, en particulier Caen. Alors malheureusement, ça prendra un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Il y a des combats tout à fait acharnés, mais les opérations consistant à s'assurer le contrôle des voies de communication, des ponts, le fameux Pegasus Bridge en particulier, des cours d'eau, des lignes de chemin de fer, etc., donne lieu à des opérations d'abord aéroportées avec des troupes d'élite qui atterrissent au sol et qui sont destinées à tenir ces points de communication en attendant l'arrivée des troupes qui vont débarquer. Oui, alors le premier à avoir sauté en parachute sur la France, c'est le lieutenant Norman Harry Poole qui est arrivé à bord d'un groupe Titanic avec 3 hommes qui ont sauté dans Halifax, et ça a été celui qui a le premier à poser les pieds sur le sol français pour la libération. Oui, alors il y a eu des parachutages dans différents endroits. Il y a bien sûr dans la région, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur la côte normande, la région de Sainte-Mère-Église. Il y a eu aussi des parachutages dans d'autres régions, en particulier en Bretagne. Et un des tout premiers morts du débarquement du 6 juin, en fait, c'est un Français qui s'appelait Émile Bouettard et qui était en fait français libre, mais il faisait partie des SAS. Donc les services spéciaux de l'air britannique, et malheureusement il a été les parachutistes ont été un peu déportés par rapport à leur zone d'atterrissage, et il a été abattu peu de temps après avoir touché terre par les Allemands. Alors tout a commencé aussi lorsque les Allemands, il a fallu les surprendre, et donc on a inventé de faux parachutistes. Je crois qu'il y a un avion qui a largué des poupées avec ce qui faisait du bruit, qui explosait. Il y avait même des jurons de soldats. Oui, alors il y a eu évidemment tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, et spécialement au débarquement le 6 juin, beaucoup d'opérations, je dirais, d'intox, la fameuse opération Fortitude, oui, qui est bien connue. Qui consistait, je crois, à créer un faux débarquement, à préparer de faux chars, de faux avions. Tout à fait, il y a des faux chars, parfois gonflables ou en bois, qui ont été construits et qui étaient installés ostensiblement dans la campagne du Kent pour que les avions de reconnaissance allemands puissent être alertés, de faux messages, de faux plans, même des mises en alerte de réseaux de résistance du nord de la France qui ne savaient pas que ça se tiendrait le débarquement se tiendrait en Normandie, pour pouvoir justement faire croire aux Allemands que la résistance du nord se préparait à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Et bon, il faut dire aussi que de ce point de vue-là, les Américains ont été fortement aidés par quelqu'un auquel ils ne s'attendaient pas, c'est Hitler, oui, puisque Hitler, jusqu'au bout, était persuadé que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Oui, et il était même persuadé après le débarquement que c'était un débarquement bidon. Exactement. Alors, on connaît l'histoire. C'est que d'abord Rommel n'était pas présent sur le littoral normand. Lui qui avait conçu toutes les défenses du front de l'Atlantique, il était en Allemagne pour des raisons familiales. Et puis personne, en plus de ça, le 6 juin au matin, n'a osé réveiller Hitler, qui se couchait en général fort tard. Et donc tout ça, évidemment, a introduit un peu de retard dans la réaction des Allemands. C'est là que la résistance aussi a joué un rôle en retardant la progression de divisions qui se situaient par exemple dans le sud-ouest, la fameuse division d'Eisenhower. Alors malheureusement,
ces opérations menées par la résistance vont avoir un coût très très lourd en vies humaines pour les Français. On pense à Tulle et Oradour-sur-Glane, mais tout ça va contribuer quand même à fortement ralentir la progression des armées allemandes. Oui, alors il faut savoir que Rommel, effectivement, comme le temps est mauvais, il se dit il n'y aura pas de débarquement, et il va au mariage d'une amie, et il a même une paire de chaussures pour la femme d'Hitler, car il veut un rendez-vous avec Hitler pour le persuader d'agir, car Rommel est le premier à avoir compris que le débarquement aurait lieu en Normandie. Oui, Rommel a compris, probablement qu'il sentait que la solution qui paraissait la plus évidente, à savoir le débarquement dans le Pas-de-Calais, était très très compliquée pour les Alliés compte tenu des fortifications extraordinairement importantes que les Allemands y avaient construites. Et par ailleurs, on sentait que ce vaste littoral, plutôt accessible par des barges de transport de soldats entre la Seine, l'estuaire de la Seine et le Cotentin, pouvait présenter un terrain tout à fait favorable à un débarquement. C'est d'ailleurs ce choix que font les Américains, avec l'idée tout à fait géniale de construire des ports artificiels à Romanche pour débarquer très très vite les quantités absolument énormes de matériel qu'il faut pour poursuivre la progression des armées. C'est-à-dire qu'il faut savoir, Marc Fosseux, que pendant des mois, tout a été étudié et que ces plages du débarquement en Normandie n'ont pas été choisies au hasard par les Américains. Il y a eu des photos qui ont été prises, il y a eu des hommes grenouilles qui sont venus repérer, des avions. Oui, et puis il y a eu tous les renseignements que pouvaient apporter les résistants qui étaient sur place. Et il y a énormément d'informations qui ont pu circuler entre la France et Londres pour repérer les bons endroits, les zones qu'il fallait neutraliser en priorité, les pièces d'artillerie, fameuses pièces d'artillerie de la Pointe du Hoc qui malheureusement avaient été déplacées quelques jours avant le débarquement. Et donc il y a eu des combats extrêmement violents de soldats américains pour finalement arriver en haut de la Pointe du Hoc et découvrir que la batterie avait été déplacée en arrière par les Allemands. Mais tout ça a énormément guidé les troupes, à la fois les troupes au sol et puis aussi l'armée de l'air, puisqu'il y a eu des bombardements extraordinairement massifs sur toutes ces zones, y compris d'ailleurs, vous parliez de l'opération d'Intox Fortitude, il y a eu aussi une intensification des bombardements sur le Pas-de-Calais dans ces journées-là, précisément pour accentuer encore l'idée des Allemands que le débarquement se préparait dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc ils sont complètement trompés. Et puis, il a fallu prendre des tas de précautions parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'ont les Allemands en face? On ne savait pas exactement, Marc Fosseux. Oui, alors il y avait, malgré la quantité énorme d'informations que recueillaient les Alliés et que recueillaient les résistants, évidemment il y avait une part importante d'incertitude. Il y avait en particulier une grande crainte sur les armes que possédaient les Allemands. En 1944, les Allemands avaient des armes tout à fait redoutables et qui vont cesser de se perfectionner. Et donc tout ceci pour dire que c'est une opération qui n'était pas gagnée. L'inconnu de la météo a joué aussi un rôle extrêmement important, puisque Eisenhower a pris un grand risque finalement en faisant le pari qu'il y avait une petite fenêtre de tir, si je puis dire, au point de vue météorologique. Il l'a saisi. Parce qu'en fait, le débarquement devait avoir lieu le 5 juin, la météo était catastrophique, mais les météorologues spécialistes lui ont dit il y a un créneau le 6 juin. Voilà, alors effectivement la météo était très très mauvaise, comme d'ailleurs hier en France. Je pense que c'était assez similaire et ça aurait évidemment compromis les chances du débarquement. Il se trouve que la science météorologique ne cessait de progresser et le météorologiste en chef est venu voir Eisenhower pour lui dire écoutez, il y a peut-être un moment d'accalmie qui ne va pas durer très très longtemps, mais il faut saisir sa chance si vous voulez le faire. Et Eisenhower a évidemment pris un risque énorme. Mais en même temps, la préparation avait duré depuis tellement longtemps, tout le monde était sur le pied de guerre, c'est le cas de le dire. Les soldats étaient déjà prêts à monter dans les avions pour les parachutistes ou à monter dans les bateaux ou étaient déjà prêts à partir, qu'il a décidé de saisir cette chance. D'ailleurs, De Gaulle le raconte dans ses mémoires de guerre, puisqu'il y a un échange assez dur par ailleurs, on y reviendra, entre Eisenhower et De Gaulle. Et Eisenhower lui demande son avis et demande à De Gaulle ce qu'il en pense. Et De Gaulle lui dit écoutez, c'est vous qui dirigez les opérations, c'est pas moi, mais je pense que maintenant, il faut y aller. Alors en fait, le débarquement devait avoir lieu à l'origine le 1er mai, mais rien n'était prêt, Marc Fosseux. Oui, alors, vous savez que ces opérations de débarquement, et surtout dans la conception des armées américaines, nécessitaient une préparation au point de vue logistique en particulier extrêmement importante. Les armées américaines se déplaçaient avec toute une organisation qui devait vraiment être complètement au point, au point de vue du matériel, des essences, du ravitaillement, enfin toutes sortes de choses. Et donc on a vraiment attendu d'être complètement prêt pour
pour organiser ce débarquement. C'est là ensuite que la météo est intervenue à la fin du mois de mai, donc qui a retardé pendant plusieurs jours ce débarquement. Et donc on arrive au 6 juin. Alors, si on prend la journée du 6 juin, à 2h51 du matin, le vaisseau amiral américain Hong Kong jette l'ancre à 11 miles de la plage de Omaha Beach. Les Allemands ne le repèrent pas. Ensuite, les navires de guerre s'installent, protégés par 2000 avions, jettent l'ancre à 15 000 au large de la plage. Et à 4 heures du matin, c'est le fameux saut sur Sainte-Mère-l'Église avec ce parachutiste dont on voit encore une image sur le clocher. Voilà, c'est même en fait un peu plus tôt. Je crois que c'est vraiment au début de la nuit que ces parachutistes américains sautent sur Sainte-Mère-Église. Il se trouve qu'ils ne sont pas aidés par les circonstances. Il y a notamment le fait que l'église, de façon tout à fait inopinée, est en flammes. Et donc tout le village est amassé autour de l'église de Sainte-Mère-Église. Et par ailleurs, évidemment, on n'a pas l'obscurité qu'on pouvait imaginer pour des troupes qui sautent en parachute au-dessus de ce village. Et ça va malheureusement conduire à un certain nombre de tragédies. Heureusement, le village sera pris assez rapidement, repris par les Allemands, puis définitivement repris par les Américains quelques temps plus tard. Mais ce sont des opérations qui, malheureusement, ont coûté la vie à beaucoup de soldats américains, de parachutistes américains. Et donc, il y a John Steele qui a fait le mort à 4 heures du matin, puisqu'il s'est retrouvé accroché à un clocher. Il y avait un second parachutiste, d'ailleurs, dont on n'a pas de nouvelles, qui était lui aussi accroché à un clocher. Et aujourd'hui, et Jean-Claude Narcy nous l'a raconté hier dans Les Clés d'une vie, le parachute est accroché du mauvais côté du clocher. Oui, mais c'est vrai que quand vous allez visiter aujourd'hui Sainte-Mère-Église, où il y a d'ailleurs un très beau musée qui explique tout ça, il y a donc un parachute qui est accroché au clocher pour symboliser ce parachutiste qui est resté un long moment accroché au clocher, les cloches sonnant, ce qui d'ailleurs l'a rendu sourd pendant un petit moment, mais ça c'est des images que tout le monde connaît, puisque c'est évidemment dans le film, dans Le jour le plus long, et on a tous vu ça à la télé. Alors, il est 5h58, Marc Fosseux, le jour se lève, il fait froid, et puis il y a des vagues de 2 mètres. On avait prévu que le débarquement aurait lieu à marée haute, on est à marée basse, et ça part, malgré les forts courants, tout le monde débarque, et finalement les Américains sont trompés de quelques 1800 mètres au sud, et il y a moins d'Allemands et moins de défense de ce côté-là, ils vont tous finalement débarquer à 1800 mètres de différence de ce qui était prévu. Voilà, alors il ne faut pas oublier qu'il y a 5 secteurs de débarquement, il n'y a pas que, bien sûr, on pense à Omaha, mais il y a d'autres secteurs de débarquement, il y a un secteur canadien, il y a un secteur franco-britannique, et j'y reviendrai, et puis il y a donc Omaha et Utah. Alors, s'agissant des Français, il ne faut pas oublier qu'il y a, certes en nombre limité, mais il y a des Français qui ont participé à la journée du 6 juin. Bien sûr. Ensuite, il y aura la 2e DB qui débarquera à Utah quelques semaines plus tard. Mais on a en particulier, on se souvient du rôle joué par le commandant Kiefer à la tête de ces fusiliers marins, 177 hommes qui vont participer, qui vont débarquer sur le secteur donc franco-britannique et qui vont participer aux premières opérations pour prendre possession de Pegasus Bridge. Et donc il y a des débarquements un peu partout. Les Allemands n'y comprennent rien. Il y en a quelques-uns qui protestent en disant c'est le débarquement, d'autres disent c'est pas vrai. Et puis effectivement Hitler, l'ordre du grand patron, c'est de ne pas être réveillé. Il a fait une soirée de lecture la veille. Oui, alors il y a d'abord, il y a cet élément évidemment qui joue un rôle important, mais il y a aussi sur place la désorganisation qui a été permise par des opérations de sabotage, des communications, des informations qui ont été communiquées aux Alliés, et puis cette surprise totale, puisque pour différentes raisons, notamment la raison météorologique qu'on évoquait, les Allemands ne s'attendent pas à ce débarquement ce 6 juin au matin, et ça n'est vraiment que je dirais quelques minutes avant que les soldats ne débarquent, qui commencent, ceux qui sont dans les blocos, se rendent compte de l'arrivée de cette armada formidable de bateaux de la Royal Navy, de bateaux américains qui amènent leur quantité absolument considérable d'hommes et de matériel. Alors Hitler se réveille à 9h du matin, il convoque ses généraux, mais curieusement le signal de départ de défense va être donné à 15h40. C'est une chance inouïe pour les Alliés, Marc Fosseux. Oui, parce qu'on sait qu'on a l'expérience de précédents débarquements, que ce soit en Afrique du Nord qui a réussi, ou que ce soit l'opération Torche à Dieppe 2 ans auparavant qui, elle, malheureusement avait raté. On sait que les premières heures sont absolument cruciales et qu'il faut absolument prendre possession des plages, des premiers kilomètres de territoire, si on ne veut pas prendre le risque d'être rejeté à la mer. Donc c'est vraiment une opération absolument
très très importante du point de vue du temps. Il faut gagner du temps, il faut aller le plus vite possible et il faut s'installer de façon très solide, installer des têtes de pont pour pouvoir débarquer ensuite dans les meilleures conditions possibles les hommes et les matériels qui vont ensuite permettre de faire avancer les armées. Et il y a une ville clé qui est Caen ce jour-là, qui va être bombardée à 3 reprises dans la journée et qui va être prise enfin le soir. Et ça, c'est un moment clé dans la victoire des Alliés du 6 juin. Oui, alors malheureusement, Caen va être prise seulement le 19 juillet. Donc ça va être autant la progression ensuite des armées alliées va être très très rapide, autant la conquête de la Normandie va être plus longue que prévu et va malheureusement être très douloureuse, y compris pour les civils, parce qu'il y aura énormément de bombardements qui vont toucher des villes normandes, évidemment Caen, Lisieux, Isigny, etc. Et il y a des combats vraiment acharnés parce que finalement les Allemands finissent par réagir et par ramener évidemment des troupes, notamment des troupes blindées, et il y aura des combats extrêmement durs pendant plusieurs semaines, en gros jusqu'à la percée d'Avranches, qui va vraiment être l'événement absolument déterminant pour ouvrir la route de Paris. Et à minuit, les armées des deux camps sont totalement exténuées. Oui, vous imaginez ces soldats qui se préparent déjà depuis plusieurs jours, qui n'ont pas forcément dormi ou très peu, qui ont traversé la Manche sur des bateaux, pour un certain nombre d'entre eux qui étaient malades, qui arrivent dans les conditions que vous évoquiez tout à l'heure, trempés en nageant dans la mer est froide, ils sont immédiatement accueillis par des rafales de mitraillettes allemandes. Évidemment, on imagine que c'est extrêmement éprouvant, même pour des hommes qui étaient très très solidement entraînés, puisque évidemment les soldats qui ont débarqué le 6 juin étaient très entraînés, et vous imaginez l'état de fatigue à tout point de vue qui pouvait être le leur au bout de 24 heures. Voilà, nous sommes le 6 juin, il est 23h59 et on va reparler dans quelques instants sur Sud Radio avec Marc Fosseux, le secrétaire général de la Fondation De Gaulle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Leclerc. Philippe, c'est quoi ça? Ça, c'est 2 packs de 12 bières de lèvres d'été, avec 60% de réduction sur le 2e pack chez Leclerc. Non mais la lèvre d'été, c'est quoi? Ah, une bière blonde aux arômes de fruits, de houblon et de fleurs. Donc pour l'été. Du 4 au 15 juin chez Leclerc, pour l'achat d'un pack de 12 lèvres d'été de 25 centilitres, vous bénéficiez de 60% de réduction sur le second pack acheté. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, bientôt l'été. Un opérateur mobile qui réserve ses meilleures offres uniquement aux nouveaux clients, c'est pas Réglo. Mais un opérateur qui fait profiter à tous ses clients, même les anciens, de ses meilleures offres, ça c'est Réglo. C'est Réglo Mobile. Normal, c'est l'opérateur mobile de chez Leclerc. En plus, le forfait appel SMS MMS illimité et 40 Go est à 9,95 € par mois, sans engagement. Réglo, très très Réglo. Réglo Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site. Sud Radio, dans les Pyrénées-Atlantiques. À Anglette, sur 103.9. Carrefour. Pour les 60 ans Carrefour, profitez de 30% d'économie sur le Scotch Whisky William Lawson's. Ah oui? Et vient d'où votre whisky? D'Écosse, bien sûr. C'est un authentique whisky des Highlands. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Jusqu'à dimanche, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, profitez de 30% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur le Scotch Whisky William Lawson's. Carrefour. 70 centilitres, modalité produits concernés, magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. TF1, The Voice, c'est l'heure de la finale. Clément, Whitney, Sidoine, Pierre Danaé, ils ne sont plus que 4 et chacun va se battre pour réaliser son rêve. Qui sera The Voice? C'est vous qui décidez. The Voice, présenté par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferry, exceptionnellement ce soir à 21h sur TF1, en association avec les Indes Radios. Retour de Jacques Pessis et des clés d'une vie dans 1 minute sur Sud Radio. Bud arrive en France. Oui, vous avez bien entendu, Bud arrive en France. Bud est la bière d'origine américaine la plus vendue dans le monde. Et elle va vous le prouver. Bud, King of Beers, arrive en France. Bud, King of Beers. Enfin, la reine des bières. Et elle arrive en France. Bud. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous voulez écouter les émissions de Sud Radio en podcast? Les vraies voix, Brigitte Lahaye, sont en écoute et téléchargement sur iTunes, Spotify et sudradio.fr. En direct de la gare Saint-Lazare,
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, ces clés d'une vie que nous évoquons ce 6 juin 2019. Nous évoquons le 6 juin 44 avec Marc Fosseux qui est secrétaire général de la Fondation de Gaulle. Donc il est 23h59, le jour J est terminé. Ce jour J, il y a eu beaucoup de pertes, mais des pertes bien inférieures à ce que craignaient les Alliés, Marc Fosseux. Oui, les spécialistes du planning de l'armée américaine avaient effectivement fait des prévisions. Tout est très très bien organisé dans l'armée d'Eisenhower. Oui. La résistance allemande a été rude, mais pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, en définitive, les Allemands ont été pris par surprise. Et donc, les pertes, en tout cas dès les premières heures, tout en étant tragiques, étaient inférieures à ce qui était prévu. Alors ensuite, les choses vont être un petit peu plus compliquées, puisque, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des combats dans les jours qui suivent qui vont être extrêmement durs, mais la progression des armées alliées n'en sera pas moins assez rapide. En tout cas, une fois que la percée d'Avranches, dont je parlais tout à l'heure, aura lieu, la progression sera assez rapide. Il faut dire aussi que les Allemands doivent se battre sur deux fronts et qu'au moment même où ils doivent essayer de repousser les armées alliées en Normandie, ils doivent faire face à des combats et des offensives extrêmement dures avec les Russes sur le front de l'Est. Alors ce jour J, dès 10h du matin, bien sûr, à Londres en particulier, tout le monde est au courant. À midi, Churchill, devant le Parlement britannique, dit que l'opération est engagée et que tout se passe bien. Et il y a même une jeune femme qui a été au courant dès 6h du matin, et ça on le sait peu, c'est Myriam Sandras, la fille de Blaise Sandras, qui était une résistante, qui travaillait à la BBC, qui faisait des émissions de jeunesse. Il se trouve elle m'a raconté un jour, elle avait une aventure avec un diplomate anglais qui à 6h du matin a pris le débarquement et c'est comme ça qu'elle l'a su avant tout le monde. Voilà, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Alors il y a quelqu'un en revanche qui n'était pas au courant, c'est le général de Gaulle. Oui, alors de Gaulle qui était donc à Alger, puisque vous savez que depuis 1943, le CFLN, le Comité français Libération Nationale, qui deviendra le 3 juin 1944 le gouvernement provisoire de la République française, est à Alger. Et Churchill demande à De Gaulle début juin de venir très très vite à Londres. Donc évidemment, on sait de quoi il s'agit. De Gaulle arrive le 3 juin. Et il y a d'emblée des entretiens très orageux, d'ailleurs racontés par De Gaulle lui-même dans ses mémoires de guerre, un entretien très orageux entre De Gaulle et Churchill. Churchill fait venir De Gaulle dans son wagon spécial qui est dans la campagne britannique pour lui dire que le débarquement va donc avoir lieu et que donc les Alliés comptent sur De Gaulle et sur les Français pour obéir aux ordres que vont donner les armées américaines. Donc, vous imaginez bien que ça ne se passe pas comme ça pour De Gaulle et que l'enjeu principal pour De Gaulle, qui apprécie peu le fait que les Français soient totalement tenus dans l'ignorance de ce débarquement, alors que pourtant on sait qu'on a besoin de la résistance intérieure, mais l'enjeu par ailleurs, il est politique et diplomatique. Il s'agit pour De Gaulle d'apparaître très vite comme le chef légitime de la France, et donc d'empêcher qu'il y ait une espèce d'autorité anglo-américaine qui prenne possession de la France, alors non pas avec des visées évidemment belliqueuses comme les Allemands, mais en soumettant malgré tout la France à une espèce de régime d'occupation, comme il le dira lui-même. Donc là, il y a un enjeu politique extrêmement important et qui va se jouer vraiment en quelques journées décisives. Voilà. Alors, en fait, lorsque le débarquement a lieu, il doit parler à la BBC, il fait la gueule, il ne peut pas y aller, il va le convaincre de venir à la BBC, le général de Gaulle, Marc Fosseux. Oui, parce que donc il a ensuite un deuxième entretien avec Eisenhower, et puis avec Churchill et puis avec Eisenhower, parce que en fait on lui a assigné une place prédéterminée qui est de parler après Eisenhower. Et en gros de lire un texte préparé par les Américains. Donc De Gaulle qui se bat depuis le 18 juin 40 pour la souveraineté de la France et qui s'est beaucoup battu avec les Allemands certes, mais aussi beaucoup battu pacifiquement, mais malgré tout politiquement avec les Alliés, ne peut pas admettre cette situation et donc il menace d'abord de ne pas parler du tout, ce qui est inenvisageable pour les Alliés puisqu'ils savent bien l'aura absolument considérable de De Gaulle et l'influence qu'il peut avoir en particulier sur les Français et sur les résistants. Et donc finalement De Gaulle finit par avoir gain de cause, par prononcer son propre discours qu'il a rédigé lui-même et qu'il n'a pas soumis aux Alliés, et de parler par ailleurs le soir à 18h pour ne pas donner le sentiment qu'il est là en gros pour décliner les instructions dictées par les Américains. Alors il arrive à la BBC où Jacques Duchesne, le directeur des Français parle au français, l'attend. Il y a un enfant qui l'attend avec un bouquet de fleurs qu'il prend, il embrasse l'enfant, il monte dans les studios et il va prononcer ce discours dont voici un extrait. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus, dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule
et même espérance. Discours historique, Marc Fosseux. Discours historique, on dit que Churchill, en l'écoutant, a versé une larme, parce que malgré leur dissension, Churchill reconnaissait le rôle historique, moral extraordinairement fort de Gaulle. C'est un discours qui, au-delà de sa très très grande qualité littéraire, esthétique, contient aussi des messages extrêmement forts, puisque De Gaulle dit clairement que c'est le gouvernement français, provisoire de la République française, qui va assumer très très vite l'autorité légale et républicaine en France, qu'il faut naturellement tout faire pour aider les armées alliées dans leur progression, mais que l'autorité est bien une autorité française. Et par ailleurs, il indique aux résistants, à tous les Français, qu'il faut se lever, mais pas dans le sens d'une insurrection nationale, je dirais, désordonnée, en prenant soin aussi de ne pas se laisser prendre par les Allemands qui ne manqueraient pas de faire des représailles très très cruelles. Alors, si ce 6 juin a été un succès, c'est aussi grâce à un espionnage surprise et rusé, car il y a eu des espions qui s'en sont mêlés et qui ont donné de fausses informations aux Allemands. Ça a été le cas d'un certain Cicéron qui a eu un rôle crucial parce qu'il avait toutes les infos, il voulait les donner aux Allemands, mais il n'a pas été pris au sérieux. Oui, il y a eu des opérations effectivement d'intoxication. Il y a eu parfois aussi des opérations complètement fortuites qui, par bonheur, ont conduit à tromper en définitive les Allemands sur les intentions des Alliés. Il y a eu par exemple l'Odyssée du général Chaban, qui était le représentant des FFI en France et qui arrive en France dans les semaines qui suivent le débarquement et qui est chargé de prendre contact avec les insurgés parisiens. Donc là, on est un petit peu plus tard, en juillet et en août, et il sera lui aussi de façon tout à fait malencontreuse arrêté et interrogé par des Allemands. Il leur donnera des fausses informations et les Allemands le laisseront repartir, et grâce à ça Chaban va pouvoir gagner Paris et se mêler au chef de la résistance. Alors ce fameux Cicéron, donc, qui a travaillé au service des Allemands, il a été dénoncé, il est parti avec 300 000 livres sterling. Seulement quand il est arrivé dans un autre pays, il s'est aperçu que cet argent était faux, donc il n'a pas eu de chance. Et il y a eu aussi un certain Juan Pujol Garcia, un Espagnol infiltré chez les Allemands, et c'est lui principalement qui a fait croire à Hitler que le débarquement aurait lieu à Calais, Marc Fosseux. Oui, alors il y a eu des actes tout à fait héroïques de la part effectivement d'agents qui étaient des agents britanniques, français ou de tas d'autres pays. Finalement, on a compté parmi les Français libres énormément de nationalités différentes. Je crois que ça, c'est très important de le souligner. Il y avait bien sûr des hommes qui venaient de ce qu'on appelait à l'époque les colonies dans les armées françaises, et dans les forces françaises libres, il y a eu énormément notamment d'Espagnols, parfois qui avaient été des républicains espagnols et qui d'ailleurs certains se trouvaient en France au moment de l'occupation en 1940 et qui ont rejoint les forces françaises libres. On est toujours absolument subjugué par l'audace incroyable de ces personnages qui ont réussi à s'insérer au plus proche du pouvoir nazi, du pouvoir allemand, pour faire croire quelque chose qui était absolument stratégique pour la Russie des armées alliées. Alors, bien sûr, le cinéma a parlé de ce 6 juin. Il y a eu le premier film qu'on a un peu oublié, qui s'appelait Au 6e jour, d'Henry Koster, un film américain. Et puis il y a eu surtout ce film dont tout le monde connaît la bande originale, signé Maurice Jarre. Le jour le plus long, film historique. Oui, le cinéma américain, évidemment, a joué un très très grand rôle dans le rappel de ces événements historiques très importants. Il ne faut pas pour autant oublier qu'il y a eu un autre débarquement en France qui a joué un rôle très important, et je le dis parce que De Gaulle y a énormément tenu, c'est le débarquement de Provence, le 15 août 1944, oui, avec la première armée française dirigée par le général Delattre de Tassigny, ainsi que des troupes américaines, mais je trouve que les troupes françaises étaient majoritaires dans ce débarquement de Provence, et qui a joué un rôle très important dans la libération de tout le sud, la vallée du Rhône, de la Bourgogne, et qui ensuite a fait sa jonction en Franche-Comté avec les troupes qui avaient débarqué en Normandie. Et ce film, Le jour le plus long, Eisenhower a été conseiller technique, il ne faut pas l'oublier. Et puis, c'est tiré en fait d'un best-seller de Cornelius Ryan, qui était aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au départ, le producteur n'était pas Zanuck, mais un Français, Raoul Lévy, qui a eu l'idée du film, mais qui n'a pas trouvé le financement et qui a vendu les droits aux Américains. Alors, vous évoquiez Eisenhower, je crois que c'est le moment aussi de rappeler le rôle absolument essentiel, évidemment, du général Eisenhower, qui est vraiment l'architecte en chef de ce débarquement.
Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire que les relations qui n'ont pas toujours été faciles entre De Gaulle et Eisenhower ont quand même été toujours très cordiales et empreintes d'estime. Et globalement, Eisenhower a finalement toujours donné raison à De Gaulle, alors que le gouvernement américain, le président Roosevelt, ont quand même plutôt essayé de mettre des bâtons dans les roues à De Gaulle à de multiples reprises. Alors justement, Eisenhower et De Gaulle, vous préparez avec la Fondation De Gaulle une exposition qu'on va voir dans quelques jours à Paris, qui est Eisenhower et De Gaulle. Voilà, on a voulu, avec l'aide d'Américains d'ailleurs, d'une fondation américaine qui s'appelle la First Alliance Foundation, avec l'aide aussi des archives Eisenhower de la National Library aux États-Unis, avec d'ailleurs le concours aussi de la petite fille d'Eisenhower, on a voulu faire ce portrait croisé entre De Gaulle et Eisenhower qui, de façon curieuse, sont nés la même année et sont morts d'ailleurs pratiquement la même année. Enfin, Eisenhower est mort en début 69 et De Gaulle en novembre 70. Et qui ont eu des parcours assez similaires au plan professionnel, jeunes officiers. Ensuite, Eisenhower a vécu d'ailleurs quelques temps en France dans les années, à la fin des années 20. Et ils se sont croisés, en tout cas une première fois en 42, dans un contexte un peu difficile en Algérie, comme j'évoquais tout à l'heure, et puis ensuite en 43 et en 44. Et Eisenhower a eu une très très grande intelligence politique parce qu'il a tout de suite compris qu'on ne pouvait rien faire pour empêcher les Français de vouloir assumer eux-mêmes l'autorité une fois leur territoire recouvré et qu'on ne pouvait rien faire pour les empêcher de reconnaître De Gaulle comme le chef du gouvernement français. Cette exposition, elle est à Paris, au Musée des Armées. Alors c'est une exposition en fait qui a déjà été inaugurée hier, on l'a faite en plusieurs exemplaires, on l'a inaugurée hier à Bayeux. Oui. Et effectivement, elle est présentée depuis quelques jours, elle sera officiellement inaugurée le 11 juin au Musée de l'Armée à Paris. Et ensuite, nous prévoyons de la faire circuler dans d'autres endroits en France. Voilà. Alors, la Fondation De Gaulle, justement, son rôle, c'est de perpétuer l'image du général De Gaulle et toute son œuvre. C'est un travail considérable et qui se transmet de génération en génération, Marc Fosseux. Oui, alors la Fondation De Gaulle, en fait, a été voulue par le général De Gaulle lui-même. Enfin, c'était l'Institut Charles De Gaulle qui a été créé en 1971, devenu une fondation ensuite au début des années 2000. Dans les bureaux de la rue de Solferino qu'il avait occupé. Tout à fait. Donc, dans l'immeuble qui était le siège du RPF, le Rassemblement du Peuple Français. Juste en face du Parti Socialiste. Voilà, mais le Parti Socialiste est arrivé après, mais effectivement, voilà, pendant la guerre, c'était d'ailleurs le ministère de l'Information de Vichy, cet immeuble, pas l'immeuble de la Fondation De Gaulle, mais l'immeuble qui est en face. Et donc le RPF a occupé cet immeuble et De Gaulle y est resté jusqu'en 1958. Ça a ensuite été le siège des associations de soutien à l'action politique de Gaulle, et en 1971, c'est devenu le siège de l'Institut puis de la Fondation Charles de Gaulle. Alors cette fondation, elle gère les lieux de mémoire gaulliens qui sont en France, la maison natale à Lille, l'historial Charles de Gaulle aux Invalides, Colombey les deux églises naturellement, le mémorial, la boisserie, la Croix de Lorraine. Donc il y a une dimension mémorielle extrêmement forte, une dimension historique. Nous avons un conseil scientifique qui est là sans cesse pour rappeler ce qu'a été réellement l'histoire. Et je crois que c'est toujours très important de rappeler comment les choses se sont réellement déroulées. Pour les générations futures. Pour les générations futures, parce que toute cette action, évidemment, n'a de sens que si c'est pour transmettre aux générations d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, l'exemple de ce qu'a été cette période et voir voir encore l'actualité, en définitive, d'un certain nombre de messages que De Gaulle nous a légués. Donc ce 6 juin 1944, ça a été un jour fabuleux pour la France, un peu difficile pour De Gaulle, mais finalement après tout ça s'est calmé et il n'y a plus eu de problème. Oui, alors il y a eu très vite une course de vitesse puisque dès le 14 juin, De Gaulle débarque en Normandie, il va à Bayeux, il est accueilli évidemment dans l'allégresse par la population de Bayeux et finalement les Alliés sont obligés de reconnaître qu'il est le chef légitime de la France. Voilà, et ce 6 juin 1944, vous en avez merveilleusement parlé, Marc Fosseux, merci d'avoir accepté d'être à ce micro, merci de soutenir la Fondation De Gaulle et d'en être le secrétaire général. Merci à la Gare Saint-Lazare de nous avoir accueillis. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain. Merci.